c'est que j'étais en direction d'écriture sur Studio Bagel et en même temps on faisait le Golden Show chez Golden Moustache et que je vivais pas ça hyper bien parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois, il y avait une vraie compète en fait. Sur Bagel j'étais plus à l'écriture. En fait mon job c'était d'apprendre à tous ces youtubeurs qui faisaient du fast cam au début dans leur chambre, hein. C'était la grosse mode sur internet de faire du fast cam, et en gros moi mon job c'était de les structurer, de leur apprendre à écrire de la fiction en gros, et à tenir la cadence d'une diffusion et de sortir 3 vidéos par semaine. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Monsieur Poulpe. T'as quand même réussi un truc en 20 piges de carrière. Non, ça fait quoi, 15 ans que tu fais que tu travailles? Non. Attends, pourquoi? Ah oui, il faut que tu allumes ton petit... Regarde. Voilà. Paf. Depuis que j'en vis, ça fait, je sais pas, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Je saurais pas dire. Personne ne connaît ton vrai pseudonyme, ton vrai nom justement, ton vrai patronyme. C'est Fabrice Florent. Fabrice Florent, je m'appelle. Oh non, c'était lui depuis le début. Mais c'est ouf, j'en parlais avec Maya Mazorette aussi parce que c'est son... J'avais fait un épisode avec elle. C'est un pseudo. Ouais. Ok. Tu vois, les gens ne savent pas, mais en fait elle s'appelle Maria Marzorette. Peut-être. Ok. Mais tu sais, elle avait ce truc où c'était vraiment dans sa tête quand elle a commencé. Elle avait genre 20 ans. Elle s'est dit, ok, moi je veux pouvoir disparaître à tout moment. Ah ouais, ok. Pouvoir changer de pays et en fait que personne puisse me reconnaître, machin. Je me suis dit, putain, en fait, t'avais pensé à ça quand t'étais... Déjà à l'échec. Ouais. Elle pensait déjà à l'échec. Ouais, ou au changement de vie, tu vois, de se dire, tiens, en fait, je veux changer, je veux faire autre chose, quoi. Non, je pense que c'était l'échec. Pour elle, c'était l'échec. Je vais lui envoyer un message. Il y a Poulpe qui pense... Pour toi, tu pensais à l'échec déjà, à l'époque? Non, moi la raison est nulle. C'est vraiment une histoire de... à l'époque... C'était sur Internet, on mettait des pseudos, puisque c'était avant les réseaux sociaux où il fallait mettre son vrai nom. Et après, truc nul, c'est que donc moi c'était Poulpe, quoi. Et en fait, truc nul, il y a un nombre de caractères. Et donc Poulpe, c'était trop court, donc j'ai mis monsieur devant. L'explication la plus pétée de l'histoire. Oui, mais t'as jamais utilisé ton nom, ton vrai nom. Non, après, en fait, quand... Tu laisses balader des en fait, j'ai compris que c'était marrant l'anonymat. Surtout quand tu commences à... Parce que moi, je viens d'un Internet des années fin 90 où vraiment c'était le Far West. À l'ancienne. Et donc, du coup, pour moi, c'était important d'avancer masqué sur Internet. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés où il fallait mettre son vrai nom, je me suis dit non, ils m'auront pas. Donc, c'était plus en réaction à Internet plus que de l'anonymat dans la vie. Et ensuite, j'ai compris que c'était marrant de rester anonyme et du coup, j'ai créé de la désinformation et tout. Donc c'est ça, t'as balancé des faux noms. Ouais. Donc les gens cherchent sur copains d'avant. Mais tu sais, là, j'ai eu encore un SMS là d'une meuf, une journaliste. J'ai reçu un SMS de quelqu'un que je connais pas, qui me dit salut Camille, c'est Delphine de Being Sport. Et évidemment que je désamorce pas, tu vois. Mais il y a plein de fois, il y a des gens qui me lâchent. Oui, Bruno, je voulais te dire. Et en fait, j'ai créé tellement de fausses pistes dans tous les sens que voilà. Plus personne ne sait. Ouais. Et on se connaît, je crois, depuis, je sais pas, 10 piges. Et en fait, je connais pas ton... Mais je m'en fous, hein, tu vois. Mais non, parce que dans ta tête, mon nom, c'est Poulpe, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, et je crois que dans la tête de plein de gens. Ouais. Mais c'est sûr que, tu vois, je me demandais... T'es passé à la télé et tout, tu vois, t'aurais peut-être eu à un moment donné cette envie, tu vois, de se dire, ok, je deviens sérieux, entre guillemets. Non, en fait, la question s'est vraiment posée au cinéma, où c'est con, hein, mais tu vois, sur une affiche, oui. En fait, je trouve que ça décrédibilise le film, que d'avoir un pseudo Internet. Et je me suis vraiment posé cette question-là. Pareil, quand j'ai commencé au Grand Journal, quand je faisais une parodie de JT,
où pareil, je me suis dit, est-ce que ça décrédibilise, machin. Bon, comme c'était nul, non. Tu vois, ça allait, je pouvais garder mon pseudo. Mais c'est vrai que le cinéma, je me suis dit, putain, là, je me suis vraiment posé la question. C'est vrai que Budapest, bon, c'est un film... c'est une comédie. C'est une comédie, mais en fait, l'affiche, elle est vraiment premier degré, quoi. Elle est trop chouette et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a ton pseudo dessus. C'était, je crois que c'était, putain, un rappeur, je crois que c'est Stomy Bugsy qui avait fait du cinéma. Et lui, quand il faisait du cinéma, il mettait son vrai nom. Okay. Parce que il se disait, je veux pas amener un truc qui a rien à voir avec le film, en fait. Là, c'est pas le rappeur qui vient servir le film, c'est moi et je suis comédien. Et c'est vrai que je me suis, je suis à 2 doigts d'être, voilà, dans le mode de pensée de Stomy Bugsy, effectivement. Je sais pas si c'est bien ou pas. T'aurais pu mettre Erwan Cohen, tu vois. J'aurais pu mettre Erwan Cohen. Ou un de tes nombreux. Ou Johnson Diamant. C'est mon nouveau pseudo de cette année. Ouais. C'est pas mal, Johnson Diamant. Merci. Ouais, non, mais post-Covid et tout, je trouve que ça marche. Je suis d'accord. Merci. Ça marche bien, quoi. Bon, donc, Monsieur Poulpe, je ne sais pas. Tu sais, la première question que je pose à tous les gens, à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? J'avais une coupe au bol. Ah ouais? Et j'étais en Afrique à 7-8 ans. J'étais au Gabon. Et j'avais un collier en coquillage autour de la cheville. C'était mon petit swag à moi. Et j'avais des brûlures de méduse, car il ne fait pas bon se baigner au Gabon. Ah oui. Car l'eau est assez... elle a pas envie que tu ailles te baigner, l'eau. Ton père est gendarme, c'est ça? Ouais. C'est pour ça aussi que tu t'étais retrouvé là-bas? C'est ça, c'était pour le métier de mon père, ouais. D'accord. Comment ça se passait à l'école pour toi? Est-ce que t'étais déjà le comique de la classe? Non, en fait, j'avais pas le temps d'être le comique parce qu'on déménageait tout le temps. Ah, ok. Donc du coup, j'étais le bureau qui à un moment était occupé, puis après plus. Tu vois, dans la salle de classe. Je crois qu'on en avait tous, tu vois, dans la classe. C'était moi, le P furtif. et donc du coup, non, j'étais absolument rien. C'est-à-dire que en classe ou quoi machin, j'avais pas le temps de me faire des potes, j'avais pas le temps de marquer les esprits de quoi que ce soit. Donc en fait, c'était plus chez moi où j'étais, du coup, fallait bien que je m'occupe. Donc j'étais hyper créatif dès le jeune âge parce que j'avais que ça. Sinon, je me faisais chier, quoi. T'avais pas trop t'avais pas de potes et tout. Ouais, j'avais pas de potes. Et tu déménageais tous les combien? C'était au moins, c'était une fois par an. Ah ouais. Il y a une année où j'ai fait 3 changements, tu vois. C'était pas chaud? Ah c'est horrible. Ouais. Du coup, ça crée une instabilité folle. Et maintenant, je continue, tu vois, dans ma vie, je continue à déménager. Tous les 2 ans, il faut que je déménage, tu vois. Et c'est horrible. C'est un rythme qui est horrible, mais qui te forge. Et après, t'as aussi un truc dans les relations sociales. C'est que c'est très compliqué d'avoir une stabilité dans les relations sociales. T'avais des frères et sœurs? Non. Ah oui, donc, en plus. Ouais. All by yourself. Ouais. Mais donc, du coup, ultra créativité en réaction à ça, quoi. C'est que je faisais des BD, j'écrivais des chansons, je faisais des vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos avec le caméscope de mon père, j'avais 7 ans. Et tu vois, je commençais à faire des films de genre. Alors, attention, avec des grosses pincettes, mais je faisais vachement de trucs avec des effets spéciaux, des machins et trucs, et je geekais tout seul, quoi. Et ta mère fait quoi comme métier? Elle était créative, elle, de son côté? Non, elle était instite. Okay. Mais en fait, donc elle aussi, du coup, elle pouvait suivre, tu vois, tout le temps, elle changeait de poste et tout. Mais elle mettait un point d'honneur à me cultiver à donf. Donc en fait, peu importe où on allait, j'allais me taper tous les musées de la ville où on était et je lisais énormément, j'écoutais vachement de trucs, de cassettes, de machin, de trucs. Donc non, elle s'est beaucoup occupée de moi. C'est pour ça que des années plus tard, tu te retrouves chez France Inter, en fait. Évidemment. Bien sûr. Le lien, il est là. Ah, mais moi, la culture, j'adore la culture. Mais t'as grandi, toi, avec cette culture, parce que les gens qui te connaissent pas savent pas forcément, mais le tout début de ta carrière, c'est vraiment énormément de vidéos ultra nerd, ultra geek, avant que les geeks soient cool.
C'était avant que les geeks soient cool. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que c'était aussi la période, tu vois, des premiers vrais gros cartons vidéoludiques. Tu vois, c'était la période des GTA, des machins, des trucs comme ça qui commençaient à exploser. Et du coup, moi, j'étais en plein dans ça. Naturellement, ce que je faisais en vidéo se rapprochait de ce que je faisais dans mes loisirs, quoi. Parce que c'était pas mon métier principal. Tout ça restait un loisir. Donc ma créativité se mettait au diapason de ce que je lisais ou ce que je jouais ou ce genre de choses, quoi. Et comment tu finis par te dire tiens, en fait, peut-être ça pourrait devenir un métier, ça grandit en toi petit à petit En fait, ça n'avait, avant que j'arrive à Paris, ça n'avait jamais été une éventualité. C'est que tu vois, t'as 18 ans, t'es en Normandie, tu fais des vidéos que tu commences à mettre sur Internet en 98. Alors oui, il faut. Mais jamais tu. Il n'y a pas Dailymotion à l'époque, il n'y a pas YouTube. Non. C'est des vidéos. C'est sur des serveurs FTP, enfin tu vois. Et tu dois te créer un site, tu dois apprendre à créer des sites pour pouvoir dire regardez, j'ai des vidéos que vous pouvez télécharger. Vous mettrez 1 heure à télécharger une vidéo de 3 minutes. Et donc du coup, jamais tu peux te dire ça. C'est un métier, hein. Je vais me faire payer pour enfin, c'est impossible, quoi. Il y a même pas MySpace en plus à l'époque. Enfin, vraiment, c'est vraiment, il y a fort longtemps. Et donc après, je suis arrivé à Paris. Via Internet, j'ai vu qu'il y avait des endroits qui diffusaient des courts-métrages. Qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Tu viens faire des études? Par amour. C'est l'amour qui m'a amené à Paris. Ok. L'appel du sexe. Ah. Ouais. L'amour ou le sexe? Au début, tout est lié, hein. Tu sais plus trop. Tu vois, donnez-moi tout, je veux tout goûter. Et très vite, en fait, j'ai capté qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, et qu'il y avait potentiellement moyen d'en faire son métier. Mais j'avais aucun contact, je connaissais personne au début 2000, et donc j'y allais vraiment à tâtons. Je rencontrais des prods, mais j'étais pas du tout armé, je savais pas de quoi me parlaient les gens, tu vois. T'avais pas fait d'études? Non, que dalle. T'as arrêté post-bac? Ouais. Ok. Ouais. Non, même pas. J'ai pas mon bac, j'ai arrêté en terminale. Okay. Ouais. Ça t'intéressait pas? Non, j'avais pas du tout ma place. En fait, moi, je croyais que j'étais graphiste. Ouais. Donc en parallèle en terminale, en fait, en parallèle de mes cours, je lisais des tutoriaux Photoshop, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à être graphiste freelance en 2000. 2000, j'étais graphiste freelance dans le gros boom des startups et de l'internet que tu as connu, Fabrice. Bien sûr. Certains, pas loin du même âge. Certains ont été plus malins que d'autres. C'est que moi, je faisais des gifs. Et toi, tu faisais des sites après que tu vendais, voilà. Et donc du coup, je croyais être graphiste. Donc j'ai lâché mes études parce que j'étais freelance et je me faisais un peu de thunes. T'as balancé chez Sophie Marie que tu étais graphiste pour la gendarmerie. Ouais. Grâce à un piston. Évidemment, ton daron, de papa, ouais. Et donc j'ai été graphiste gendarme. Ça vraiment, putain. Ouais. Tu faisais quoi? Je faisais des retouches graphiques du site internet de la gendarmerie. Ah, la gendarmerie nationale, donc. Bien sûr. Ah ouais, ok. Je faisais beaucoup de sites intranet. Il y a tout un univers on ne soupçonne pas dans l'intranet de la gendarmerie nationale. Ça, j'imagine. Et puis je faisais plein de trucs. Mais après, ça a pas duré longtemps. Ça a duré. C'était une espèce de CDD, tu vois. Ok. De civils qui bossent pour l'armée. Et tu t'arrivais à exprimer ta créativité là dans ce métier de graphiste En fait, bizarrement, oui. Parce que un jour, j'ai dit, donc c'est très étrange parce que ton patron, c'est un militaire, tu vois. Il est en uniforme et tout, tu vois. Et donc, je vais voir mon patron, je dis, je sais pas si ça peut vous aider, mais j'ai fait un jeu Flash avec une voiture de gendarmerie qui shoot des aliens et tout machin. Et je dis, je sais pas, je me dis peut-être les enfants des gendarmes, ça les ferait kiffer d'aller jouer à ça. Donc ça sensibiliserait les enfants. Tu vois, quand même prise de décision et tout, tu vois. Et mon commandant, il m'a dit, génie, bravo, c'est bien, fais d'autres jeux Flash. Donc j'ai fait genre 4-5 jeux Flash pour le site de la gendarmerie et c'était à mon initiative, tu vois. Alors pour les gens qui savent pas, Flash c'était une technologie qui permettait justement de pouvoir faire des jeux sur ton navigateur, etc. C'était avant les. Je sais pas avant si les ça existe. Je crois qu'ils ont arrêté parce que c'était ultra faillible. Tu pouvais vraiment mettre plein de virus à travers Flash. Puis surtout ça bouffait. Enfin, c'était beaucoup de ressources, quoi. C'était beaucoup de ressources. Ouais. Ah ouais, donc tu codais des trucs alors. Ouais. Ah ouais, t'étais pas que graphiste. Parce que pour le coup, il fallait coder les jeux Flash. Parce qu'à l'époque, t'étais obligé d'avoir toutes les casquettes. Quand tu crées un site. Fallait savoir le faire, quoi, tu vois. T'avais pas le choix.
C'est que c'était soit tu lâchais des dizaines de milliers d'euros, soit tu le faisais tout seul, quoi. Tu vois, moi, autant j'ai appris à faire du Flash, à animer des trucs, mais je me suis jamais dit, ok, je vais me faire chier à apprendre le code, quoi, tu vois. Toi, t'es yes, let's go. Bah oui, mais parce que en même temps, t'as rien d'autre à foutre, quoi. En vrai. Et puis surtout, il y avait pas de tuto trop à l'époque, en fait. Il fallait tout apprendre par toi-même, quoi. Ouais. Vous savez pas ce qui vous... Hein, aujourd'hui, les enfants qui sont sur YouTube, là. Tout est mâché. Mais non, mais c'était avant les overblogs et compagnie, tu vois. C'est qu'il n'y avait pas d'outils où tout était déjà pré-mâché et que tu choisissais un peu le design que tu voulais, quoi. Donc, mais je regrette pas. Bon, j'ai vraiment appris tout ça pour rien, parce que ça ne me sert plus à rien du tout, et j'ai tout oublié avec un plaisir fou. mais je regrette pas. Je regrette pas d'avoir, dû apprendre plein de trucs et tout. Là, c'est marrant, depuis un an, je suis sur Twitch. Et j'ai dû à nouveau apprendre énormément de logiciels, de machins, de trucs et tout. Et je trouve ça cool. Des fois, tu vois, pour un objectif final, devoir avant, tu vois, apprendre 1000 doses et tout. Et je trouve que c'est cool parce que il y a un peu ce truc, tu vois, cette légende de... Ok, à 20 ans, t'as envie d'apprendre plein de trucs, mais en fait, à 40, ça te saoule un peu d'apprendre, et en fait, t'as appris à déléguer, etc. Ouais. Donc, t'as plus cette curiosité, etc. Je trouve ça trop bien que tu... Enfin, je te vois le matin sur Twitch, tu galères parfois, tu fais ta régie en direct et tout. Horrible, ouais. Mais non, c'est pas horrible, c'est trop cool. Mais après, horrible, toi non, mais c'est horrible dans le sens... moi, j'aime montrer un truc au public qui est nickel, et là, vraiment, bon, après, ça fait partie ça fait partie du jeu. Ça fait partie de Twitch que de galérer en live, et voilà. Et en vrai, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. C'est des sorties de route et des accidents, tu vois. Et puis, vous jouez là-dessus aussi. Et ouais, carrément. mais je suis hyper content de maîtriser tout ce bordel. Oui, parce que t'es autonome. Ouais. On y revient. Je trouve ça trop bien. Toujours pareil. Ouais. Quand est-ce que tu rentres chez No Life? En fait, c'est quoi le pont avec No Life? Parce que No Life, c'est vraiment tes débuts de... Ouais, en fait, No Life commence en 2005, je dirais, un truc comme ça. Donc, No Life qui était une chaîne sur le câble à l'époque. C'est ça, c'était une chaîne qui était au début disponible que sur les chaînes free. Ah oui. Quand tu pouvais avoir, et après c'est arrivé sur d'autres trucs. Et en gros, c'est à l'initiative de Sébastien Ruchet et Alex Pilote qu'on crée une chaîne vraiment de A à Z, et qui était vraiment tournée culture manga jeux vidéo. Et en gros, ils ont pris, comme ils n'avaient pas la thune pour payer des vrais professionnels de la télévision, ils ont pris le peu de gens qui s'exprimaient sur Internet à cette époque-là et qui faisaient des vidéos, et qui étaient dans cette culture jeux vidéo manga. Et donc du coup, j'ai fait partie des gens contactés. Davy m'a amené aussi. Davy Mourier, Davy Mourier m'a amené là-dedans, et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses sur No Life, et en faisant on apprenait. Tu vois, on a fait des émissions, on a fait des séries télé, donc Nerds, J'irai le lait sur vos tombes, et plein d'autres petits programmes. Moi, j'avais fait une émission de cuisine qui s'appelait Mange mon geek. Moi, c'est comme ça que je t'avais rencontré, enfin que je t'avais découvert à l'époque. Et t'apprends en fait en faisant, quoi. Et c'était génial, hein. Mais j'ai un vrai. Quand je repense à ces années-là, c'est le Far West, quoi. Tu te regardes un peu? T'as re-regardé ce que tu faisais? Non, alors non, je t'avoue que je suis pas dans ce truc-là. J'ai dû revoir pour. Je crois que c'était Davy qui voulait faire un live Twitch où on réagissait sur un react, et en fait c'était horrible. Enfin, Nerds, c'est horrible, quoi. C'est que techniquement c'est vraiment dégueulasse, c'est très sombre, c'est très mal éclairé et tout, et puis dans le fond cet humour, enfin je sais même pas si c'est drôle, mais en tout cas ça a mal vieilli, je trouve. Y a un fond qui est un peu dur, je trouve. Dur dans quel sens? Bah, c'est un peu glauque, quoi. C'est de l'humour un peu, genre, on fait des trucs pour choquer, enfin. Mais je comprends à l'époque, tu vois, qu'il y avait ce truc où on était, ouais, on est des rebelles, on fait des trucs dégueux, mais bon, en fait, c'est pas très marrant, quoi. Il y a pas si longtemps, en plus. Non, mais après, l'humour vieillit très vite. Encore plus maintenant avec les réseaux et tout. Mais je dénigre pas ce que j'ai fait, hein. Mais c'est juste, je me dis, enfin, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas fini sur TF1 avec Nerds, tu vois. Je trouve ça même plutôt bien. C'était un de tes objectifs à l'époque? Non, mais en tout cas, je comprends que c'est pas par là que ça m'est amené à gravir les marches, on va dire.
Les marches vers la notoriété. Plus un salaire fixe, plus ça. Oui, on va en parler. Ouais. Mais du coup, je comprends que ce soit des autres programmes comme Mange Mon Geek ou quoi, où tu vois, ça m'a fait plus me faire repérer par des chaînes que Nerds. Parce que tu fais de la cuisine depuis super longtemps, en fait. Ouais. C'est vraiment un de tes trucs qui est un peu un fil rouge, d'ailleurs. Ouais, carrément. C'est très marrant de... C'est une vraie passion pour toi depuis que t'es tout gamin? Je suis un bon vivant. Hein. non, mais j'ai découvert la cuisine assez tardivement, la vraie bonne cuisine assez tardivement, fin de l'adolescence. Tu vois. Je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans un vrai resto avec un vrai chef étoilé et tout, et j'ai capté ce que ça voulait dire que performer de la bouffe en fait. Et c'est con, mais ça a une approche assez jeu vidéo en fait dans le sens où ok, je me suis merdé là, comment je peux m'améliorer pour, tu vois. Et la cuisine, c'est pareil, c'est que tu peux toujours te rattraper, en fait, dans un plat, tu peux toujours le pimper, tu peux toujours améliorer le truc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Moi, je trouvais ça très intéressant de faire de la cuisine pour les geeks avec des références de geeks, etc. Là où on a toujours l'image, et je crois que c'est même un peu le cas, où les geeks, et d'une manière générale, les mecs, ils prennent pas trop soin de leur régime alimentaire. Alors, j'ai l'impression que ça s'est amélioré quand même avec les années, et puis avec toutes ces émissions, tu vois, qui glorifient la cuisine entre les top chefs et compagnie. Donc, je crois que ça s'est un peu amélioré aussi par la présence maintenant des Deliveroo et compagnie, où t'as quand même accès plus facilement à de la bonne bouffe que juste aller chercher une pizza surgelée au supermarché du coin. Mais c'est vrai que c'était un vrai kiff dans Mange Mon Geek de faire une émission de cuisine pour des gens qui se font pas à manger. Et donc du coup de toujours inventer des recettes où tu prends un aliment un peu régressif et tout, je trouvais ça hyper cool comme écriture. Les émissions sont toujours dispo sur ta chaîne Dailymotion. Oui, effectivement. Et t'as aussi, t'as des vidéoblogs, t'as créé tellement de contenu. T'as des vidéoblogs. Pollueur, je suis l'équivalent d'un pollueur sur Internet. Hein. Des fois, je culpabilise. Je me dis, il y a au moins 3 serveurs à cause de moi, quoi. C'est déjà énorme, tu vois, comme impact sur la planète. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. T'as créé tellement de trucs. Ouais. Quand t'étais plus jeune, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu continues à créer des choses. Mais disons que aujourd'hui, t'es dans un truc avec des prods, etc. On va en parler un peu. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait un peu ce truc de, en fait, c'est moi qui filme, je fais tout moi-même, etc. Donc en fait, mais parce que t'as pas le choix aussi. Tu vois, au début, quand tu commences, t'as toutes les casquettes. Et surtout à cette époque-là où techniquement, il y avait beaucoup moins de facilité. Donc t'étais vraiment obligé de faire tout, quoi. Maintenant, t'es quand même vachement aidé quand là en 2022, tu te dis que tu veux te lancer dans la vidéo. Déjà juste un smartphone qui n'existait pas dans les années 90, tu vois. Mais déjà avec un smartphone, t'as déjà tous les outils, tu peux monter, machin, tout ça. Et tout est déjà pré-mâché, quoi. Donc c'est beaucoup plus, en fait, c'est cool parce que tu peux beaucoup plus te concentrer sur l'aspect artistique, que fin 90 où fallait d'abord penser technique. Et après artistique, tu vois. Et ce qui était très frustrant, c'est que moi, j'étais pas monteur, puis ça m'intéresse pas, tu vois, tous ces trucs-là. Et je devais quand même apprendre à choisir le bon format de ta vidéo pour la mettre en ligne, pour pas qu'elle soit trop lourde, parce qu'il faut la télécharger, tu vois. On parle d'une époque où il y avait pas le streaming. Non, mais c'est horrible, hein, tu vois. Mais donc du coup, l'artistique, il venait très très loin après tout le reste, quoi. On n'a pas parlé de ta rencontre avec Davy. C'était en 2003, donc l'an prochain, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, qu'on est copains. C'était dans un festival c'était un des premiers, c'est le premier festival de vidéo internet en France, qui s'appelait le Film Web Festival. Oh oui. Ouais. Et c'était la première édition, et on s'est rencontrés là-bas. En fait, il y avait plein de courts-métrages, il y avait plein de trucs hyper créatifs, mais on était les deux seuls à faire de l'humour un peu débile. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés là, et on s'est pas lâché, on s'est jamais lâché. C'était l'amour au premier regard ou à la première odeur. Vous avez fait plein de choses. Après, c'est ouf aussi cette histoire de se retrouver chez Ankama. Donc Ankama qui à l'époque est C'est une start-up. Éditeur de jeux vidéo, ouais. de Dofus, si vous connaissez, voilà, qui a permis de faire grandir le truc, de manga, etc. Et en fait, il vous propose de
de monter une émission sur leur site, c'est ça à l'époque? Ouais, en fait, c'était du pur mécénat. En gros, Ankama avait envie de se développer. C'est que leur truc de base, c'était donc le jeu Dofus, mais ils se sont développés en BD, en dessin animé, etc. Et ils avaient envie de tester plein de trucs, quoi. Et on a fait partie de cette phase de test. Et donc, c'était du vrai mécénat. C'est ils n'avaient rien en échange. C'était de l'argent dépensé à pure perte. Et en gros, ils nous ont produit J'irai le lait sur vos tombes, qui était une émission hebdo diffusée sur la chaîne No Life, où c'était un talk show, où on recevait des invités et tout. Et ensuite, on a fait le Golden Show, qui était une émission à sketch, et qui a vraiment, pour le coup, donc réalisé avec François Descraques. On était un peu un monstre à 3 têtes, en fait. Hein. C'était pas que Davy et moi, il y avait François. Et c'est un peu ce qui a lancé nos carrières. Un peu. Ah, François avait le Visiteur du Futur en parallèle, mais je pense que c'est vraiment le Golden Show qui a montré, qui a envoyé le signal aux professionnels qu'on l'était nous aussi, et qu'on était capable de tenir un 26 minutes mensuel avec 500 balles de budget de prod. C'est aussi comme ça que Vanessa Bria, qui gérait la production, a pu aussi faire ses armes et a montré tout ça. Et Vanessa qui est devenue ton associé donc aujourd'hui. voilà, on a créé notre boîte de prod ensemble après. Et c'est ça qui a montré donc à Studio Bagel, Golden Moustache, tous ces trucs-là qui se sont créés derrière, que on était un peu, à ce moment-là, on était un peu les gens de la situation quand il s'agissait de faire de la fiction sur Internet, sur YouTube. Et François Descraques, donc, qui lui est en train de de terminer son film, l'adaptation du Réalisateur du Futur au cinéma. C'est ça, vraiment... qui sort, je crois, en mars, je crois. Ouais. From le Golden Show. Ouais. Non, c'était avant, c'était J'irai le lait sur vos tombes, même. En fait, le Visiteur du Futur, je pense qu'il a dû le commencer genre 1 an ou 2 avant le Golden Show, ouais. Je crois qu'il était à la saison 2 ou 3 quand on a commencé le Golden Show. Oh là là. Comment c'est quoi c'est à partir de là, en fait, que t'as le pont avec le Bagel, c'est ça? En fait, ouais. Parce que tu finis chez le Studio Bagel. En gros, Studio Bagel, en fait, à l'époque, il y a YouTube qui lance un appel d'offres. Ah oui. Et qui dit, voilà, on cherche des chaînes d'humour et on est prêt à lâcher, alors je sais plus combien c'était 100 000 balles, un truc comme ça. Et on lâche 100 000 balles par an si vous créez des chaînes d'humour et tout. Et donc, du coup, Studio Bagel s'est créé, Golden Moustache s'est créé. Il y en a eu d'autres, on les a oubliés. Mais il y en a eu d'autres. Vrai. Il y en a eu d'autres qui ont eu cet argent de YouTube, vrai. qui était parti sur le même starting block. Je crois qu'il y en a eu 6 de mémoire. Il y avait même eu un truc féminin, je me souviens, et moi j'avais regardé, j'étais putain, mademoiselle, on aurait pu peut-être faire un truc, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'était des boîtes de prod à l'époque. C'était des vraies structures, quoi. Voilà. Et il y avait des vraies productions derrière. Et en gros, moi j'ai eu un pied dans chaque camp au tout début, la première année. C'est que j'étais en direction d'écriture sur Studio Bagel, et en même temps, on faisait le Golden Show chez Golden Moustache pour la saison 3, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, j'étais un pied dans chaque. C'est fou d'ailleurs, t'as été le seul à faire ça. Au début, ouais, j'étais le seul transfuge. Après, les frontières sont devenues un peu plus poreuses, mais au début, j'étais le seul, ouais. Et que je vivais pas ça hyper bien. Parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois. Il y avait une vraie compète. Il y avait une grosse compète entre les deux chaînes. Et moi, j'étais dans ce truc-là, et c'était un peu bizarre. Puis il y avait même 2 cultures, tu vois. Je trouvais qu'il y avait vraiment 2 formes d'humour, etc. Ouais. Et toi, c'est vrai que t'étais entre les deux, quoi. Et après. T'étais plus à l'écriture au départ. En fait, sur Bagel, j'étais plus à l'écriture. Oui. En fait, mon job, c'était d'apprendre à tous ces youtubeurs qui faisaient du fast cam au début dans leur chambre. Hein. C'était la grosse mode sur Internet de faire du fast cam. Et en gros, moi, mon job, c'était de les structurer, de leur apprendre à écrire de la fiction, en gros, et à tenir la cadence d'une diffusion. Et de sortir 3 vidéos par semaine. C'est vrai qu'au Bagel, à l'époque, au début, il y avait Jérôme Niel, il y avait Yvick, qui sont devenus... Ouais. Maintenant, c'est évident pour tout le monde qu'ils font de la fiction, mais avant, ils étaient dans leur chambre. Des blagues. Et ils disaient, c'est fou quand même, le papier peint, vous trouvez pas? C'était plus ça. C'est vrai. On a oublié. Et
Et après ça, en gros, Bagel a été racheté par Canal+. Et moi, on m'a proposé de prendre en charge la direction d'écriture du Dézapping, qui était une parodie du zapping où c'était 6 sketchs par jour. Et donc j'ai tout lâché, j'ai fait que ça. Et donc j'ai arrêté tout, Golden Show et tout. Enfin, en même temps, on savait pas si ça allait être signé. Et donc j'ai tout arrêté, je me suis concentré sur ce truc-là, qui était mon rêve, moi, depuis le début, qui était de faire Les Inconnus. Moi, je me disais même pas que j'allais pouvoir le faire un jour, mais de faire du sketch à la télé, c'est trop bien. Et en plus sur Canal+, où il y avait les Robin des Bois, les machins et tout. Oui, voilà. Tu fais partie de cette culture, quoi. Ouais, complètement. T'as grandi là-dedans. Et donc du coup, je suis allé à fond sur ce truc-là pendant 1 an. Ça a été hyper vénère parce que c'était un rythme complètement dingue. Et de ça, dans ce truc-là, je faisais une parodie de JT. Et au même moment, le Grand Journal cherchait une énième parodie de JT, puisqu'en fait, il y en a eu tellement sur Canal. Et du coup, je suis rentré au Grand Journal grâce à ces sketchs du Dézapping. Et puis après... Comme Chabat à l'époque, quoi. Complètement, qui a commencé comme ça aussi, quoi. Chabat, il est nul, quoi. C'est fou, quand même. Ouais. Il y a un truc dont j'ai oublié de te parler, c'est qu'en fait, t'as aussi... Mais ça, c'est... Peut-être ça... Il y a un vrai côté chez toi de... Tu touches à tout, en fait. Et je trouve ça assez fascinant chez toi, ce truc de... Tiens, un jour, t'as enregistré des albums. Et t'as été chanteur. En fait, t'as fait une tournée avec drôle, les rois de la Suède. Quand je le dis, les gens, ils pensent vraiment que c'est une vanne nulle. Non, oui. Mais la phrase est vraie. Oui. Quand j'étais chanteur, c'est vrai, j'ai été chanteur. Ouais, j'ai fait ça aussi, c'est vrai. C'était qu'en 2009, c'est ça? C'était, ouais, je saurais pas trop dire, ça a duré 3 ans. J'ai rencontré Yvan Callot, qui était chanteur et leader du groupe Fatal Picard. Les Fatal Picard, ouais. Et on était potes. Et pas plus que ça, on était juste copains, quoi. Et au bout de, je sais pas, 1 an et demi, un truc comme ça, un jour de dépression commune, on était tous deux dans un resto, on avait tous les deux envie de mourir. Je me rappelle très bien ce jour-là, on était dans un resto qui avait... Bon, bref. Le serveur nous draguait, enfin, c'était lunaire comme truc. Le serveur nous dit, vous voulez un dessert? Et nous, on dit, non, merci, on a fini. Et il dit, vous êtes sûr? Parce que j'ai un dessert très spécial qui est pas à la carte. Mais merde. Ça m'a vraiment marqué. Cette phase de drague m'a marqué. C'était il y a 12 ans. Et bref, ce jour-là, on se dit, je dis à Yvan, tu sais, le truc qu'on n'a jamais fait, qu'on devrait faire avant de mourir, c'est une comédie musicale. Et c'est parti de ça. On a écrit une comédie musicale qu'on n'a jamais jouée. Et on s'est dit, en fait, c'est débile d'aller dans des salles de théâtre de 100 places alors que le gars avec son groupe, il fait des zéniths, quoi. Et donc, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on fasse un groupe, quoi. Et donc, on a créé un groupe tous les deux. Lui, il a quitté les Fatal Picard. Et on a fait ce truc qui a duré 3 ans, qui était très rigolo. Bah oui. C'était bien, en plus. Mais pour moi, c'était une marrant. arnaque totale. C'est que c'est pas mon métier. Sur scène, j'oubliais la moitié de mes paroles. Heureusement qu'il y avait Yvan qui était en gilet pare-balles de chanteur, quoi. Mais comment un jour tu te dis, ok, moi je vais devenir chanteur alors que t'as jamais fait ça? Mais je me le suis jamais dit. Je me suis jamais dit, oui, je suis chanteur. Maintenant, je te dis, avant, j'étais chanteur, mais pendant, j'étais pas chanteur. J'étais une arnaque, mais je buvais, mais tellement après les concerts pour oublier. J'étais dans un syndrome de l'imposture qui était, mais terrible, quoi. J'ai chanté devant, je crois que j'ai fait un 8000 places. J'ai fait un 8000 personnes une fois. Oui, parce que t'as fait les festivals et tout. Ah ouais, j'ai fait les Francopholies, j'ai fait un 3000 au Franco, non mais c'était fou. Je sais plus si c'était 5 ou 8000 mon record. Est-ce que quand tu finis par chanter devant 5000 personnes, t'es chanteur? Non, pas du tout. C'est que après je sortais de scène et je me faisais une bouteille de rhum pour oublier. C'était horrible. Donc ça a duré 3 ans. Mais pourquoi et à un moment, pourquoi tu fais ça? Parce que je me suis dit que je l'avais jamais fait, que je pouvais essayer de le faire et je l'ai fait, tu vois. Mais c'était une blague. À la base, c'était une blague, mais c'est devenu une blague. Quand tu finis par chanter devant c'était une blague relativement lucrative. Je touche de la SACEM encore. Grâce au roi de la Suède. J'ai 70 centimes à peu près de SACEM des rois de la Suède. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un écoute.
tout cas, je vous invite c'est sur Spotify. C'est partout. Je vous invite à découvrir Vous avez fait quoi, 2 albums? 2 albums. Alors moi, je suis parti après le deuxième. Je crois qu'eux, ils ont fait un EP après encore. 1 ou 2, ouais. En fait, ça me fascine un peu parce que après, t'as fait une BD. Enfin, t'as fait deux BD. Ouais, pardon. T'as fait plein de choses. Et il y a un truc un peu qui est marrant dans ton parcours, c'est que j'ai l'impression que tu te dis, bon, bah, tiens, en fait, ça, j'ai envie de faire, je vais faire, quoi. Et que t'improvises au fil de l'eau, quoi. Enfin, t'improvises. En tout cas, tu t'apprends au fil de l'eau, pardon. J'apprends, je pars du principe que c'est con de se limiter à une façon de s'exprimer. Et que, en fait, ton propos, il peut pas être forcément bien d'une façon. Il est peut-être mieux d'une autre façon. Et on a la chance de pouvoir s'exprimer sur tellement de plateformes différentes. Quand je parle de plateformes, je parle de que ça soit là aujourd'hui en podcast, que ça soit en roman, en BD, en vidéo, en série, en long métrage, en sketch, en court métrage. Enfin, il y a tellement de façons différentes sur scène. Et même sur scène, tu peux le faire différemment. C'est que t'as du stand-up, du seul en scène, une pièce, un spectacle. Enfin, donc du coup, quand tu te dis j'ai envie de parler d'un truc, il faut te dire comment je peux en parler de la meilleure des façons. Et après, c'est là où ça devient excitant, c'est que tu crées le format, en fait, tu vois, pour parler de ton sujet. Et donc la chanson, c'était parce que je me disais ça peut être cool de raconter des blagues en chantant, en fait. Et voilà, et c'est parti comme ça. La BD, c'était aussi dans ce truc je trouve ça cool de comment faire des blagues avec des dessins, tu vois. Et du coup, évidemment, tu passes par le côté, je dois apprendre à maîtriser la façon de s'exprimer avant de pouvoir le faire, quoi. Comme là, Twitch, où tu vois, j'ai mangé ma mère, et encore maintenant, hein, tu vois, j'en chie de ouf, mais je suis hyper content de pouvoir créer des formats en 2 secondes et les mettre en direct et de les proposer au public, quoi. Et il y a encore tellement de trucs que j'aimerais faire, tu vois. J'adorerais faire un livre de recettes de cuisine marrant. Ok. Et j'y pense sérieusement. Mais il y a plein d'autres trucs, tu vois. J'ai fait du podcast. Je trouvais ça intéressant comme format. Je l'ai fait avec Crac. Je l'ai adapté en podcast. Donc il y a plein de trucs différents. France Inter en ce moment, j'adore faire de la chronique radio. Tu fais des chroniques sur France Inter. Ouais. Et je découvre cet exercice-là depuis ça fait septembre et c'est cool. Et je suis trop content de faire ça. T'as aussi fait, mais alors c'est pareil, je crois que t'as jamais créé 1 heure de spectacle, mais t'es monté sur scène. Ouais, j'ai fait pas mal de sketchs et là, je suis en pleine préparation de mon one-man show. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc tu fais un truc un peu plus... Là, j'ai 1h30 en septembre. Vous pourrez venir me voir en septembre à Paris. Parce que c'est marrant parce que tu vois, de cette là, t'as des vidéos même sur la chaîne du Montreux Comedy Festival, parce qu'en fait, t'es allé faire un sketch là-bas, et en fait, t'as rien d'autre. Enfin, tu vois, si, je t'avais vu t'étais venu même chez Mademoiselle, je crois, faire 2-3 sketchs. Ouais, j'ai fait, ouais. En fait, je tournais avec 3 sketchs, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 7-8 ans, et je trouvais ça cool comme exercice. Mais les gens, en sortant, comme je faisais un truc qui avait pas trop de rapport avec ce que faisaient les autres dans les galas, où c'était très tourné stand-up et moi je faisais plutôt des persos chelous, du coup je sortais un peu du cadre, et en sortant de scène, les gens me disaient putain, je suis hyper intéressé pour voir ton spectacle, je voudrais l'acheter, je voudrais le faire, tu vois. Et je disais non, tu viens de le voir, il dure 6 minutes. Et je suis resté avec cette frustration-là, et là j'ai profité de ce moment où j'ai un peu plus de... Enfin, j'ai plus de... Je vais pas dire j'ai plus de temps, mais disons que j'ai moins la télé qui me prend du temps. Et donc du coup, je me suis mis depuis septembre, je me suis mis à l'écriture d'un one. Là, j'ai terminé de l'écrire. Je l'ai testé sur scène tout seul dans un théâtre avec mon co-auteur. Et là, je commence le rodage en province là au printemps. Et puis, ça sera sur scène en septembre. Waouh. Ouais. Ok. On en parlait la première fois que je t'ai eu au téléphone, je crois que c'était il y a quelques mois, et je t'avais dit viens parler d'histoire de succès. T'avais dit j'ai pas grand chose à raconter en termes de succès en ce moment. Ouais. Où justement j'imagine que la télé te drague un peu moins, ou en tout cas t'avais pas mal de formats ces dernières années avec la télé, avec Canal+. T'as fait l'émission là que t'as mentionné qui s'appelle Crac, qui était géniale, qui était une émission autour du sexe. Et de ce fait-là, j'avais un peu la sensation quand tu me le racontais que t'étais un peu désarçonné en fait, et que
ça t'a piqué un peu la gueule, c'est ça? En fait, j'ai eu, je suis encore là-dedans. Hein. Alors c'est très bizarre parce que j'arrête pas et j'ai vraiment du travail dans tous les sens, mais je vis ma traversée du désert clairement depuis. Et c'est le Covid qui a fait ce truc-là. Mais depuis, en fait, en fait, j'ai une. Là, depuis tout à l'heure, on parle de plein de projets que j'ai lancés dans tous les sens. Et en fait, j'ai une carrière qui est très compliquée à comprendre. Et pour des décisionnaires et des gens qui placent des gens devant la caméra, ils ne comprennent pas ce que je suis. Et moi-même, je le comprends pas forcément, mais en même temps, moi, je me dis pas qu'il faut, tu vois, que je comprenne ce que je suis exactement. En fait, je m'en fous. J'ai envie de faire un truc, je le fais, et voilà, tu vois. Et je me pose pas, j'ai pas un plan de carrière, quoi. Mais du coup, là, je paye ce truc-là. C'est que, je vais dire une phrase hyper bateau, mais qui est vraie. En France, on aime bien mettre les gens dans des cases, et c'est vrai. Et c'est pas un cliché. Et moi, je suis pas fait pour ça. Et je suis pas du tout fait pour ce truc-là, comme on vient d'en parler depuis le début. Et du coup, je paye ce truc et on me propose pas de rôle au cinéma, ou si on m'en propose, c'est des trucs un peu bizarres qui me correspondent pas vraiment. On me propose des trucs en télé, mais qui pareil, en fait, je comprends qu'on ne me comprend pas. Et autant avant, tu vois, j'avais la motivation et la force de proposer plein de projets, de faire des dossiers, des machins, des trucs. Crac, par exemple, c'est de votre initiative en tant que producteur, quoi. Carrément. Là, maintenant, j'ai plus la motivation de tout ça. J'ai clairement perdu des points de vie et d'énergie à me prendre des vents. Que ce soit sur les plateformes ou en télé et tout, j'ai proposé plein de trucs. On m'a dit non, c'est trop hybride. C'est ce qui revient souvent. C'est trop hybride, c'est trop niche. C'est aussi un truc qui revient très souvent. Et du coup, plus que mes formats, il y a carrément un problème de mon image, tu vois. Ouais. Où en fait, on n'arrive plus à comprendre ce que je suis. Alors, on m'identifie à Recette Pompette et à Crac. Donc, c'est-à-dire que je suis un mec connoté déglingue, tu vois, dans les médias. Mais donc, du coup, il n'y a plus vraiment de place pour moi, puisque quand tu regardes un peu, que ça soit la télé ou les émissions sur les plateformes, tout est très propre. Tout est très aseptisé. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis juste que il y a moins. C'est un peu la tendance. On laisse moins la chance aux choses qui sortent du cadre, quoi. Et donc du coup, j'ai plus ma place là-dedans, et j'ai accepté ce truc-là. Ça t'a un peu piqué la gueule? Ouais, en fait, depuis l'été dernier, j'avance, mais sans aucune motivation. Okay. C'est-à-dire que je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire créer des trucs. Je le fais maintenant avec des gens. Je veux plus aller proposer des trucs à des gens que je ne connais pas ou que je ne respecte pas, en fait. Okay. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir des gens que j'aime bien ou des potes et je leur dis viens, on fait ce truc-là. Et à tout petite échelle et à tout petit niveau, et ça me fait un bien de fou. Et par exemple, Twitch, j'ai l'impression de respirer quand je fais des programmes sur Twitch. Donc tu fais une matinale, pour expliquer un peu, mais tu fais une matinale semaine. Je fais une matinale avec Davy qui s'appelle Morning Gallery. Et à côté de ça, je fais d'autres formats sur ma chaîne Twitch. Et donc par exemple Bertrand Amar, qui est un producteur qui fait plein de choses depuis des années, qui est un copain, il m'a vraiment aidé cette année. C'est que c'est lui qui m'a mis sur Twitch et qui m'a présenté les bonnes personnes et tout, et ça me fait un bien fou de pas aller. En fait, j'ai vraiment cette impression, tu vois, ma carrière, j'ai vraiment l'impression que c'est Gladiator. En fait, c'est une espèce de montagne russe où je pars de rien, je grimpe, j'arrive à un endroit où tout le monde voudrait y être. C'est que je suis à la fois au Grand Journal et en même temps je fais Recette Pompette, qui est le programme à ce moment-là où tout le monde veut en être. Et en même temps, je suis au Grand Journal où je fais 2 quotidiennes en même temps, ce qui est énorme. Donc je gagne très très bien ma vie. Donc je suis à un endroit qui est, voilà, je suis courtisé par le cinéma. C'était quand ça, 2018, 2019, c'est ça? Non, plus tôt encore, c'était 2016, on va dire, un truc comme ça. Plein de propositions de cinéma et tout. Je fais Budapest, Taxi 5 qui fait 3,5 millions, tu vois, ce qui est énorme, tu vois, en chiffres.
Donc je suis un peu au top de ma carrière. J'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie et tout. Et je fais des mauvais choix. Et je perds tout. Et je reviens derrière. Et c'est quoi tes mauvais choix? En fait, c'est des trucs. C'est des trucs de. Je refuse des rôles, machin. Et je perds un peu tout. Mais je reviens derrière avec Crac Crac sur Canal+, qui reste très confidentiel, mais qui est une vraie réussite en tant que producteur. C'est que je crée ma boîte. Avec Vanessa, on crée notre boîte. On produit cette émission. Et je retrouve, tu vois, une cred auprès du milieu. C'est évidemment très confidentiel parce que c'est sur Canal+, à 23h, interdit aux moins de 16 ans. Donc, tu vois, tu te rajoutes des barrières de visibilité. Mais donc, je me refais une espèce de comeback dans les gens. Puis, à nouveau, je repère tout parce que je reste trop fermé dans ma niche de cul. Et donc, du coup, tu deviens un peu radioactif, tu vois, quand tu fais de la sexualité en télé. Et en fait, ma carrière, elle est que ça. En fait, c'est que je monte, je redescends, je monte, je redescends. Et là, en fait, je suis dans un truc où je suis clairement dans une espèce de creux, où on m'appelle plus, on me contacte plus et tout. Et moi, j'ai pas la motivation de lancer des trucs. En fait, j'ai trop perdu de plume dans ce truc-là, dans cette espèce de combat, parce que c'est un combat en fait quand tu veux proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu passes ton temps à devoir trouver les bonnes personnes, les convaincre 4 fois plus qu'un projet normal, que en fait faut le faire et tout. Et en fait j'ai plus cette motivation là pour l'instant en tout cas. Là on est presque on est fin février. Là à l'heure actuelle je suis comme ça. Je suis dans un état, j'ai des états d'âme qui sont quand même c'est très instable. Et ça se trouve demain j'aurai à nouveau l'envie de tout démonter. Mais là ça fait quand même pas mal de mois où j'ai plus ce truc là. Tu te fais coacher, suivre, aider, ou tu restes J'ai vu un psy pendant pas mal de temps, si c'est de ça dont tu parles. Non, mais même un coach professionnel. Mais après non, je suis trop Vanessa qui est mon associée, tu vois, me driver, mais en même temps je sais ce que je veux, tu vois, et je sais ce que je vaux. Et il y a des moments où je sais que ça sert à rien que je parte à la guerre, tu vois. Et donc je suis dans ce mood là, et l'idée de faire des formations Twitch et de monter sur scène et d'être mon seul patron et d'avoir un rapport direct avec le public et de ne plus avoir d'intermédiaires, et puis de gens qui vont te dire non, cette blague là faut l'enlever, ce machin, ce genre de truc là, ça me fait une tranquillité d'esprit incroyable. Et le problème, et ça sera mon spectacle parle de ça, c'est que mon problème, c'est que je sais que je vais changer d'avis et que je vais à nouveau vouloir faire d'autres choses et que on sait pas combien de temps ce spectacle va durer. Ça se trouve, il va durer 3 jours, tu vois. Et c'est tout le problème, en fait, de tout ça. Aujourd'hui, t'es quand même arrivé à une notoriété, j'imagine, où tu peux remplir des salles. Oui, bien sûr. Après, il faut que ton spectacle soit bon et que le jauge, tu vois. Et moi, je sais que par rapport à ce que je fais, et par rapport à ce que j'ai toujours fait, je vais pas remplir des zéniths, tu vois. Mais j'ai pas cet ego-là et j'ai pas cette ambition-là. Donc, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste payer mon loyer, parce que je ne peux pas être propriétaire puisque je déménage tous les 2 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, payer mon loyer, faire rire des gens, amener des trucs aux gens, leur amener des rires qui sont pas les rires qu'il y a d'habitude, et c'est juste ça. Et là, je vais pouvoir le faire en direct et c'est cool et ça me manque. Et typiquement, on parlait des rois de la Suède tout à l'heure, c'est un truc qui me manque, tu vois, le rapport direct avec le public. Et j'adore la scène et j'étais très content de faire de la télé pendant très longtemps. Là, je suis très content à l'idée de faire de la scène et je sais que très rapidement, j'aurai d'autres envies et voilà. Et si la télé revient te chercher demain, c'est pour ça que tu dis que tu vas peut-être changer. En fait, la télé continue à venir me chercher, mais c'est juste qu'on me propose des trucs où je me dis, mais t'as pas envie de faire quoi, je ferais ça. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Et tant mieux, hein, c'est super qu'on vienne me chercher, mais c'est pas non plus, tu vois, toutes les semaines. C'est qu'on me fait une propale une fois tous les 2-3 mois, mais c'est cool, hein, tu vois. Mais c'est juste que je sais ce que ça veut dire derrière. C'est que accepter, tu vois, d'aller faire une émission, ça veut dire aller me reconfronter à des gens en costard-cravate que je ne respecte pas parce qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là parce que c'est des choix de carrière de bureau,
tu vois. Et c'est pas, et pour moi, il y a un truc complètement antinomique entre la création et être en costard dans un bureau et de décider de ce qui sera bien ou pas quand t'as aucune idée de ce qui est bien ou pas, tu vois. Et donc, du coup, il y a vraiment ce problème-là, que j'arriverai jamais à régler, je pense. Mais pour l'instant, j'ai du plaisir à ne pas m'en soucier et à pas m'y confronter. Et donc la scène est pour moi un très bon échappatoire pour l'instant. Ça te dérange pas qu'on parle de votre rupture avec Davy ? Non, carrément. Non, parce que on en parlait juste avant d'enregistrer, mais effectivement, donc Davy que t'as rencontré quand t'avais 20 ans, quoi. Ouais, un peu plus, ouais. Vous avez eu un moment de break. Ouais. Et on en parlait juste avant, parce que c'est vrai que quand je t'ai vu revenir sur Twitch avec Davy, je me suis dit, tiens, Poulpe et Davy, ils sont définitivement réconciliés. C'est trop cool, en fait. Donc, Davy, lui, stream de son côté sur sa chaîne, et toi, tu stream de ton côté sur ta chaîne, et vous parlez ensemble, en fait. Je trouve que le format est hyper malin et intelligent. D'ailleurs, vous vous tirez la bourre de temps en temps en disant, venez me voir, venez vous abonner chez moi. Mais effectivement, pendant un long moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un schisme. Oui. Un schisme. Monsieur Florent, oui. Entre vous. Holy schisme. Où j'ai eu l'impression que toi, de ton côté, t'as voulu un peu t'émanciper de, justement, tu vois, cette carrière de nerd, de geek, cette image de geek, etc. Où lui, je crois que Davy était plus tôt sur un truc auquel il est très attaché. Et où toi, t'avais la possibilité d'aller sur Canal, t'en parlais tout à l'heure. Et tu me disais que vous aviez eu une rupture, en fait, une rupture amoureuse, quoi. C'est vraiment ça, et c'est un truc que tous les binômes ont connu ou connaîtront. Et il y a toujours un moment où il y a ça qui arrive, et tu prends n'importe quel grand duo, il y a toujours eu des histoires de rupture, et c'est clairement une rupture amoureuse. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes ressentis, c'est la même gestion une fois que tu te splits de combien de temps, tu vois, va durer ce deuil, et combien de temps après tu te remets à baiser, quoi. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de baiser encore avec son ex ou pas ? C'est une vraie question. Moi, je pense que tu sais, quand tu remets tes pieds dans des vieilles charentaises, c'est vraiment ce sentiment-là. Tu retrouves un confort que tu n'avais plus. Et une petite odeur. Tu vois ? Et cette petite odeur qui est à la fois qui pique un peu, mais qui en même temps, tu te dis, mais celle-là, je la connais. Tu vois ? C'est vrai. Je la maîtrise, cette mauvaise odeur. En fait, avec Davy, on faisait le Golden Show ensemble, et ça faisait, donc je sais pas, à l'époque, ça faisait 10 ans, un truc comme ça, qu'on travaillait ensemble. Et en fait, on plafonnait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais. Mais aussi au niveau des vues, des vidéos, on plafonnait vraiment, que ça soit en termes d'évolution de carrière, en termes d'état financier aussi, c'est qu'on plafonnait de ouf. Et moi, j'avais pas encore atteint mon rêve qui était de faire de la télé. Parce que moi, alors il y a plein de gens, leur rêve c'est de faire du cinéma. Moi, mon rêve c'était de faire de la télévision. J'ai grandi avec Les Inconnus. J'ai grandi avec Decaune et Garcia. J'ai grandi, ça va paraître fou, mais avec Deux Chavannes dans Ciel Montmardi. Qui est génial. Voilà, ouais. Et qui était une émission incroyable. Nagui avec N'oubliez pas votre brosse à dents. Qui étaient des talk-shows incroyables où il se passait n'importe quoi, et c'était fou, et c'était une espèce de boîte où tu sais pas ce que tu vas trouver dedans, et c'est ce que j'ai recréé tout le temps après, tu vois, c'est que tu crées un format, mais tu sais ce que tu vas regarder, mais tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et moi, j'ai été vraiment marqué par ces trucs-là, et donc mon rêve, c'était de faire ça. Et aussi plus galérer financièrement, parce que au bout de 10 ans où tu galères financièrement, il y a un moment tu te dis mais en fait il est nul mon métier, quoi. C'est que, enfin, tu vois, à la fin de chaque mois, tu sais pas si tu vas manger du riz. Enfin, c'est relou en fait à un moment de faire un métier audiovisuel et de pas en vivre convenablement, quoi. Donc on m'a proposé de m'occuper du dézapping sur Canal+, qui était mon rêve, et ce jour-là, j'ai dit à Davy, bon mec, il faut qu'on se voit, donc on va imaginer une rupture amoureuse, c'est la même chose. Je vais donner rendez-vous dans un café. Et je lui ai expliqué tout ce truc-là. Je lui ai dit que voilà comment moi je vivais ce
ce plafond qu'on avait atteint et qu'on n'arrivait pas à dépasser dans notre carrière, parce que c'était une carrière commune, et ce truc qu'on me proposait et qui était mon envie depuis toujours de faire ça, quoi. Et Davy l'a entendu, et c'était une émission qui était une quotidienne, donc ça allait prendre tout mon temps possible. Je pouvais plus faire autre chose à côté. Et donc il l'a entendu, il l'a mal vécu, et on s'est séparés en se disant qu'on restait toujours copains, et voilà, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on se met à 200% dans du taf, on voit moins les gens des yeux autour, loin quoi. du cœur, quoi. Et puis le truc, c'est qu'après, la moindre petite chose est prise comme une pique, tu vois. Et par exemple, donc moi je suis arrivé sur Canal+ avec cette émission, j'ai répondu à quelques interviews et j'ai dit par exemple un truc, je disais j'en ai marre d'avoir l'image du geek, et cette interview, je sais plus dans quel magazine c'était, où je dis je veux plus l'image du geek qui a de la crasse sous les ongles, un truc comme ça. Et c'était pas, en fait, je voulais pas cracher sur mon passé, c'était pas ça, c'était que j'avais envie d'évoluer, quoi, et de m'ouvrir un peu plus, tout en, enfin, on le voit, je me suis pas non plus, tout est relatif. Je me suis pas, voilà, vraiment trahi artistiquement, on peut pas dire ça. mais en tout cas, de cet article-là, en fait, quelqu'un a dit, putain, il cite pas Davy, tu vois. Bon, c'était pas une interview, c'était un portrait, donc j'ai aucune main, tu vois, sur ce truc-là, mais effectivement, Davy était pas cité, et moi, j'avais pas eu de droit de regard sur cet article-là. Et ce truc-là a créé une animosité entre Davy et moi, et a creusé davantage ce fossé. Et donc, du coup, pendant quelques années, on s'est vraiment perdu de vue, et c'était un peu étrange. Mais chacun, on a avancé dans notre coin, et Davy a cartonné en BD et tout, il a fait plein de trucs. Moi, j'étais de mon côté aussi. Et quelques années plus tard, donc on se donnait quand même, on s'envoyait un message, tu vois, 1 à 2 fois par an. Et puis on s'est retrouvés. Alors je sais plus comment on s'est retrouvés, mais on s'est retrouvés. Pendant 1 an et demi, on se voyait juste. Tu vois, il y avait aucun projet, quoi que ce soit. C'était juste de la pure amitié. Retrouver une relation. Voilà. Et puis lui est devenu éditeur de BD. Et il a créé une collection. Et il m'a dit, mec, j'adorerais que tu fasses une BD dans ma collection. Et moi, je lui ai dit, mec, ok, mais je la fais avec toi. Et c'est reparti comme ça. Et on a fait une BD ensemble qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Et puis de là, ensuite, on a commencé à, moi je le faisais venir dans mes trucs, je l'ai pris en auteur, dans une de mes émissions, lui me faisait venir dans les siens. Et puis, cet été, donc j'étais dans ce truc de, usé jusqu'à la moelle par tout ce bordel que je maîtrisais plus de télévision et de tout ça. Et en fait, quand je te disais, je suis revenu vers mes proches et avec les gens à qui j'ai envie de travailler. Voilà, j'ai dit à Davy, écoute mec, viens, on fait une matinale tous les deux. Et on fait un truc tous les deux et on va se voir tous les jours, quoi. Et c'est comme ça qu'est né Morning Gallery, c'est de la volonté de refaire un truc ensemble, voilà. Vous faites cette matinale, vous produisez 2 heures de... Non, 1 heure, une heure et demie, ouais. de show tous les jours avec des rubriques, enfin. Après, on l'a fait quoi. Oui, mais après, on l'a fait intelligemment pour pas que ça nous prenne non plus, tu vois, trop de temps dans la journée en préparation. Mais oui, c'est cool. Mais on rit tous les matins et c'est trop bien. Et ce qui est génial, c'est que ça ne fait que grossir auprès du public sur Twitch, donc c'est trop cool. Trop bien. Hein. Ouais. Et effectivement, de retrouver un peu à la fois cette relation que vous avez tous les deux, mais aussi une forme d'indépendance, quoi. Ouais. Back to the roots. Ouais, et puis aussi, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que le fait de parler autant tous les jours, ce qu'on n'avait jamais fait de notre vie, tu vois, en fait, on a découvert des trucs sur nous. Ah. Mais des trucs assez profonds, tu vois. C'est qu'on a découvert que j'avais une personnalité très toxique, et on a découvert que Davy était dyslexique. Mais pour de vrai, tu vois. Et en vrai, moi, je suis hyper content de ça. C'est que je me suis rendu compte de trucs sur moi, tu vois. Et
et lui sur lui aussi, du coup, tu vois. Et donc, en fait, quelque part, ça m'aide vachement. Est-ce que tu crois pas que c'est la quarantaine, ça, quelque part? Il y a tout mélangé. Non, mais il y a la quarantaine, ce Covid nous a obligés à retrouver une quête de sens. Et tout le monde, à chacun son niveau, que ce soit dans sa vie ou dans son travail ou quoi. Mais il y a eu un truc, moi j'ai eu vraiment un alignement de planètes qui a fait que j'ai dû apprendre à réapprendre qui je suis. Comment ça se passe? C'est très très compliqué chaque jour. Mais c'est intéressant d'obliger à se foutre un peu la paix. Est-ce que t'as l'impression avec le recul que celui que t'étais avant était pas vraiment celui que t'étais? Je pense que c'était important que je sois ce gars-là plein d'ambition et qui veuille bouger les murs à coups de bulldozer et de vouloir montrer des choses qu'on ne voit pas et voilà, et parler de choses dont on ne parle pas. Et c'était très bien que je le fasse. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de voir qui je serai demain. Oh. Putain, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, mais j'ai quand même une dernière... Est-ce qu'il y a un sujet J'aurais adoré que ce soit une question nulle derrière ça. Non, mais toi, c'est plutôt pipi ou caca? Bon, ok, merci Fabrice. J'aurais écouté ton à bientôt de te revoir avec Sophie Marie et tu lui as demandé, j'ai tellement ri, si ton pubis était un pays, quel serait-il? C'est vrai? Je trouve ça tellement fabuleux. Alors Fabrice, si ton pénis était un pays, ce serait lequel? L'Italie, je crois. Hein. Ah ouais? Par rapport à la forme? La pizza. D'accord. Donc la garniture. Bah oui. Ah. Elle est pasta. Non, mais en fait, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu parler, sur lequel je t'ai pas amené? Parce que j'ai zappé plein de trucs, mais t'as fait tellement de choses, en fait. C'est très compliqué de tracer ton histoire. Non, je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. En fait, tu sais, c'est tellement compliqué de comprendre comment l'autre me voit que je préfère pas donner de pistes ou de trucs parce que ça se trouve ça n'a rien à voir avec comment me voit la personne, tu vois. Oui. Donc encore une fois, tu vois, je paye ce truc. Je paye cette suractivité et ces propositions trop différentes que je fais. Ce qui fait qu'en interview, je suis obligé d'être un écran blanc parce que il y a un moment tu vois, tu dois laisser les gens se projeter sur toi parce qu'en fait tu sais pas du tout ce que tu projettes, quoi. Le truc dont je voudrais parler, j'ai oublié, mais je trouve que quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, c'est vraiment un conseil fabuleux. C'est que, et je sais qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises qui écoutent. Vous avez mis dans vos statuts avec Vanessa, donc vous avez créé une boîte de prod, que vous êtes obligé de prendre vos décisions de changement, enfin d'assemblée générale. Ouais, notre assemblée générale. Ouais. En slip. Ouais. Alors pas en slip, en sous-vêtements. C'est écrit comme ça dans le pacte. Pardon. Ouais, en fait. Quelle décision fabuleuse. C'est une idée de Vanessa. En fait, quand on a créé notre boîte. Donc avec Vanessa, on s'aime d'amour depuis 10 ans et c'est une relation, on est frères et sœurs, tu vois. Et en gros, quand on a créé notre boîte, notre expert comptable nous a dit en fait le vrai problème quand tu crées une boîte, c'est pas quand ça marche pas, c'est quand ça marche. Parce que vont arriver des problèmes des histoires de thunes, de machin, de trucs, et c'est là où ça devient crade et qu'il faut que ça soit hyper que ton pacte d'associé soit hyper lisible et clean et que ça te protège de ton amitié si jamais il y a de la merde, quoi. Et Vanessa a eu cette idée brillante et c'est marrant parce que on fait une photo tous les ans quand on fait nos trajets et des gens comme toi, tu vois, des entrepreneurs nous disent quelle idée incroyable. Mais je pense sincèrement que c'est très important de faire ça. Le but étant que quand on fait une assemblée générale et qu'on est en sous-vêtements, c'est ultra débile. Et imaginons qu'on s'en veuille à en crever, qu'on se déteste, qu'on soit arrivé dans un truc de boîte où ça ne va pas du tout et il y a une ambiance exécrable. À ton assemblée générale, tu vas voir ton pote en slip.
Et en fait, tu ne verras plus que ton pote en slip et pas ton associé que tu détestes. Et ça va te ramener à une réalité de on a fait ça pour se marrer et c'est cool et on est potes et on est en slibard. Donc j'encourage tous les gens qui créent des boîtes avec un ou une associée et que ça soit des amis à la base, c'est surtout dans cette configuration-là, rajoutez cette clause, faites une assemblée générale en sous-vêtements. Mais je crois que même si t'as pas... En fait, même si t'as pas, si t'es pas ami à la base, c'est une bonne idée parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, un associé finit par devenir, tu finis par avoir une relation qui ressemble, comme tu dis, comme tu disais avec David, quoi. Tu vois, une forme de mariage aussi, une forme de couple, bien où sûr. il y a des enjeux. Votre enfant étant potentiellement la boîte que vous avez créée, quoi. Il y a des enjeux d'éducation, de prise de décision, machin. Est-ce qu'on le met dans un collège privé ou un collège public, enfin. Et en fait, même si t'es pas ami, se retrouver en slip, je trouve que ça permet de dédramatiser le truc et de faire redescendre tout le monde, quoi. Tu vois, et de se dire, arrêtons de nous prendre un peu au sérieux, quoi, parce que parfois on peut avoir tendance à se prendre au sérieux. De ouf. C'est une super idée. Ouais. Mais c'est important, je pense, de penser à ce genre de détails, c'est hyper bien. Et c'est une idée de Vanessa. Oui. Et ouais. Petit génie. Eh oui. Merci beaucoup. Attends, moi je veux dire un truc. Parce que, en fait, c'est toujours compliqué quand tu fais des podcasts ou ce type de podcast où tu te fais interviewer sur ta carrière, machin, tout ça. Il y a toujours un truc où t'es un peu dans une posture. Alors, c'est pas exactement ça, mais t'es dans une posture d'honneur de leçon où tu dis il faut faire ça, machin. Moi j'ai fait ça et machin. Et je veux surtout sensibiliser les gens. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Vraiment. Je compose avec la merde. Et je pense que si on doit retenir un conseil, c'est essayer de composer au mieux avec la merde. Mais surtout, chérissez vos proches. Parce que une carrière, c'est un marathon. C'est pas une course éclair de 20 minutes. Et le plus important, c'est son entourage. Et là, aujourd'hui, je m'en rends compte, dans ce truc où j'ai fait 25 guerres et je suis épuisé et je pense mes plaies et je repartirai à la guerre, mais pour l'instant, j'en ai aucune envie. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'entourage, c'est le plus important dans tout ça. Et pourquoi, alors que j'ai aucune envie de faire des interviews et de parler de moi, de faire ma carrière, machin, pourquoi je suis sur ton canapé? C'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que je trouve que t'es quelqu'un de super. Et et j'ai répondu OK avec zéro envie de faire cette interview. Mais pour toi, je l'ai fait. Parce que c'est important de faire attention à son entourage. Bah merci. Franchement, ça me touche beaucoup. Et je suis très d'accord avec toi sur ce truc tu peux avoir tendance dans les moments de up à oublier le reste de ta team, tu vois. Et je trouve que c'est cool de dire ça. Même si potentiellement les gens feront bien comme ils veulent, hein, tu vois, quand s'ils sont dans une phase de up, on oublie. Hein. Vous prendrez la leçon quand elle vous viendra, quoi. Ouais. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.